Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce grand débat féministe. Le point d'orgue de ce forum exclusivement féminin organisé ici à l'Institut français de Saint-Louis échange autour d'un concept, le féminisme dans toutes ses idées. Nous avons aujourd'hui le plaisir de diffuser ce débat, ce grand débat sur ITV, si grands panélistes, pour féminiser un peu le mot, c'est important, pour parler de cette thématique, stratégie efficiente et allié potentiel pour une société égalitaire. Nous sommes avec Ken Bougoul, bonsoir. Bonsoir. Mon Ao, comme j'aime l'appeler affectueusement, du Bawat Fou au trio bleu, sa plume est tranchante, on l'aime la lire, on l'aime également l'écouter et les présente pour ce grand débat féministe. Nous sommes également avec Elgas, bonsoir. Bonsoir. Un dieu et des mœurs, ça fait tilt dans le paysage littéraire. Nous avons également Mal Noir et ce nouvel opus inventaire des idoles, le Sénégal de profil chronique qui vient de sortir. Ces ouvrages portent la plume de Elgas qui est également présent dans ce débat. Nous sommes également avec Aminata Libemeng, bonsoir. Bonsoir, Paboline. Vous êtes féministe, psychologue clinicienne. Vous avez également des idées tranchantes. Vous ne portez pas de gants ni de masques pour parler un peu de ce concept qui est le féminisme. Nous avons également l'honneur, l'immense plaisir d'accueillir sur ce plateau l'honorable député Moustapha Diakhaté. Bonsoir. Bonsoir. Un grand allié des débats féministes. Il a été à l'Assemblée nationale pour porter ces débats qui sont actuels, les mots MAUX qui seront peut-être conjurés par les mots MOTS. Nous sommes également avec Ndeye Fatou Kane. Bonsoir. Bonsoir. Elle a écrit, elle vient de présenter son ouvrage, mais qui résiste au temps. Vous avez dit féministe avec une grande interrogation. Elle a écrit un roman, Le malheur de vivre, et elle prépare un autre ouvrage. Comme journaliste, nous aimons un peu les scopes. On va en parler sur ITV, la télé des grands moments. Et pour finir, nous sommes également avec Pathé Dieye. Bonsoir. Bonsoir. Le Benjamin, s'il j'ose dire, de ce débat. Il a écrit un roman, mais c'est difficile de savoir de quoi ça parle. Le charme dans le titre, son premier ouvrage, peut-être, il en prépare un autre, deux ouvrages qui vont apparaître dans le champ littéraire, c'est important. Nous allons commencer ce débat. Je rappelle un peu la thématique débat qui s'organise ici à Saint-Louis, à l'Institut français, dans ce forum exclusivement féminin. Et la thématique, c'est stratégie efficiente et allié potentiel pour une société égalitaire. Galanterie nous oblige, de même que le mot, le féminin, l'emporte sur le masculin dans ce débat. Ken Bougoul, partons un peu de ce postulat. La société sénégalaise, ou la société d'une manière générale, est inégalitaire quand on parle des rapports entre les hommes et les femmes. Pourquoi ces mots MAUX résistent-ils autant? Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas pourquoi tu me donnes la parole. Je pensais que j'allais laisser les spécialistes parler d'abord. J'allais m'en inspirer pour développer comme d'habitude. Oui, c'est toujours comme ça que... Donc là, il m'a eu... tout de go, je peux dire que la société sénégalaise n'est pas du tout une société égalitaire. Ça, il ne fallait même pas poser la question. Ça, c'est déjà le constat. Peut-être c'est à partir de ça, maintenant, qu'on peut discuter en quoi et pourquoi, etc., etc. Parce que quand je prends l'exemple pour les gens de ma génération, par exemple, les filles n'allaient pas à l'école. Déjà, les gens de ma génération, une fille, c'était pour rester à la maison, apprendre à travailler, faire le ménage, etc. Ensuite, attendre d'être mariée et puis d'être une bonne ménagère, une bonne épouse, etc., une bonne mère. Et ensuite, pour les gens de ma génération, toujours nés pendant la période coloniale, qui vivions dans les zones indigènes, c'est-à-dire qui n'étaient pas originaires ni de Saint-Louis, ni de Dakar, ni de Rufisque, ni de Gorée, c'était ainsi. Les filles qui étaient des 4 anciennes communes françaises du Sénégal avaient déjà eu accès, pour certaines déjà, à l'école française.
la génération des Aminata Sow Fall, des Mariam Abba. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est les premières femmes écrivaines, les Ndeye Koumba Diakhaté, toute cette génération Oui. un peu plus âgée, Annette Mbaye d'Erneville, etc. Alors que les femmes indigènes, déjà, le statut d'indigène était déjà une source d'inégalité déjà dans la citoyenneté déjà, parce que nous n'étions pas des citoyens, nous étions des indigènes et la plupart d'entre nous, on traîne encore les complexes de ce statut d'indigène, parce que des femmes de Saint-Louis continuent toujours à nous traiter de cao-cao, nous les femmes qui venons des villages. Et nos hommes dans les villages, je me rappelle par exemple, mes frères ont tous épousé des femmes de Saint-Louis, des femmes civilisées ou des femmes qui étaient passées par Germaine Le Goff. C'est comme ça qu'on est parents avec la famille de Abibou Mbodj, le papa de Kabirou Mbodj. Donc déjà à cette époque-là, politiquement, au niveau de la citoyenneté, on était déjà dans une situation inégalitaire. Donc je m'arrête là et pour pouvoir continuer après. Si vous voulez que je continue à développer, je peux aussi. Forcément, on aura des questions et vous avez été précise et concise. Merci pour cette brièveté en touchant un peu l'histoire. Elgas, vous êtes sociologue, vous avez écrit Mal noir, M-A circonflexe L-E. Moi, on va parler un peu du mal social entre les hommes et les femmes. Comment expliquer ça en partant un peu de ces sociétés inégalitaires qui est le postulat de ces thématiques. Merci Papa Lune. Je vais rebondir sur la question que je vais te tutoyer, que tu as posée à Ken Bougou, sur les inégalités qui survivent au temps et tout le reste. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que la situation, hélas, ce n'est pas une situation que sénégalaise. C'est partout dans le monde qu'il y a des inégalités. Il ne faut pas préciser ou mettre un doigt accusateur sur le Sénégal qui serait le temple de toutes les inégalités. Le Sénégal est une miniature du monde. On part dans les pays de démocratie tricentenaire, de féminisme militant depuis plusieurs années ou même des siècles. Il y a toujours des résidus, pour ne pas dire une structure de base, de fait, inégalitaire. Donc je pense que l'amener sur la table, c'est ne pas extirper le Sénégal d'une condition qui est, à mon avis, mondiale. Alors oui, je pense que aujourd'hui, c'est la dernière discussion, je pense, de ce forum. Tous les panels ont été plutôt des panels féminins, féministes, ce qui est formidable. C'est une très belle initiative à saluer. Et comme par hasard, il y a quelques intrus qui débarquent sur la scène lors du dernier panel, dans une ambiance un peu de gladiateur romaine où le public parfois a envie de sang. J'ai envie de dire qu'il n'y aura pas de sang. Tout le courage qu'on aura à donner aujourd'hui, ce sera sans doute uniquement de l'amour. Mais pour répondre à la question, moi, ce qui m'intéresse dans mon travail littéraire, et mon travail littéraire, il a été effectif à partir de mes 24 ans. 24 ans, c'est le moment où j'écris Un J.D. Mars. Mais si on se projette, je veux dire, dans une perspective beaucoup plus ancienne et dans une chronologie, mon acte de rébellion et de dissidence contre la société sénégalaise, elle date de mes 12 ans. À 12 ans, je vais à l'école coranique et on me frappe. Et je vais dire à mon père et à ma mère, je n'y vais plus jamais. Et à partir de ce moment, il se produit un acte fondateur. Je me dis qu'il faut chercher de la liberté. Dans la société sénégalaise, on peut dire qu'il y a des problématiques sociales, on peut dire qu'il y a des problématiques inégalitaires, on peut dire qu'il y a des problèmes de structure. Mais fondamentalement, ce dont manquent à la fois les hommes et les femmes, et les enfants et les vieux, c'est de la liberté. Et quand j'ai fait ma thèse, j'ai pu m'en apercevoir. J'ai interrogé 150 Sénégalais qui vivent en France, en leur posant essentiellement 2 questions. La première, c'est pourquoi vous donnez de l'argent à votre famille chaque mois. Et la deuxième, pourquoi vous avez émigré. Et croyez-le ou pas, quand les gens partent, surtout du Sénégal, ils ne vont pas chercher de l'argent. Ça, c'est l'archétype de la fable. Ils cherchent à échapper aux inquisitions sociales, inconsciemment, dans des sociétés où on ne les juge pas. Dans les sociétés où ils sont dans une forme de minorité qui est une forme de cap d'invisibilité, où ils peuvent vivre, donner le là de leur passion, et de leur passion surtout interdite, parce que voilà, nous sommes des êtres, des animaux, et parfois on a cela. Et dans
tous mes livres, voilà, c'est cette question de liberté. Liberté par rapport à sa famille, liberté par rapport à ses amis, liberté par rapport à sa mère et à son père. Je n'ai pas été tendre ni avec ma mère, ni avec mon père dans mes livres. Et je ne suis pas tendre avec les hommes, je ne suis pas tendre avec les femmes, parce que tout acte de dissidence et de littérature crée forcément parfois des remous et des conflits. Il ne faut pas avoir peur du conflit. Le conflit est une énergie. Ce dont il faut avoir peur, c'est de l'animosité, de la haine et de la détestation. Le débat est important et je terminerai par là. J'ai toujours pensé qu'on devait avoir la civilité, la civilisation, d'avoir des désaccords sans des hostilités. Et ça, c'est la richesse un peu de ce débat, de ce forum exclusivement féminin, partiellement. J'abuse un peu de l'adverbe. Avec Aminata Libameng, nous allons essayer un peu d'entrer dans la tête des personnes, mais pas d'y extraire les hommes, mais les mots MAUX de ces sociétés inégalitaires. Comment comprendre ça quand on parle un peu des réalités sociales, ou bien quand on fait un peu de la psychologie collective, par exemple? Comment comprendre qu'il y a un mâle dominant sur un autre, ou sur une autre? Merci, Papa Lune. Alors, j'ai envie de rebondir un peu sur ce que Elgas vient de dire. Je pense que même si les hommes partent, émigrent pour avoir une certaine liberté, ça leur confère également un statut, en fait, dans leur famille d'origine. Ça leur confère aussi un statut de dominant, de pourvoyeur aussi économique, en fait, auprès de leur famille. Et ça, c'est un statut important. Donc, c'est pour ça qu'on voit que la plupart des hommes aussi sénégalais qui sont à l'extérieur, malgré, en plus, en fait, des transactions économiques, en fait, qui se passent, c'est également eux, en fait, qui contrôlent un peu à distance la vie des femmes qui sont restées ici, que ce soit celle de leur mère ou celle de leurs épouses. Donc, en plus de la liberté, ils ont la possibilité de s'extraire de cette société-là qui, moi, d'après ce que je constate, en tout cas, plus oppressive envers les femmes que les hommes. Mais eux, ils ont les moyens économiques, psychologiques pour s'y extraire et revenir, en fait, avec un autre statut, ce que les femmes n'ont pas forcément. Et j'ai bien aimé ce que Ken Bougoul disait par rapport à l'inégalité qui est constatée depuis la colonisation entre les femmes des communes, en fait, et les femmes qui sont... Je pense que ça aussi, parfois on oublie, en fait, ce statut de départ inégalitaire aussi entre les femmes. Alors, moi, j'ai une mission dans ma vie. Laquelle? Ma seule et unique mission dans la vie, c'est de déboulonner le patriarcat. C'est le mot qui dérange, le patriarcat. Le patriarcat, en fait, je pense qu'on a eu des discussions avec Elgas, et il ne faut pas croire, en fait, que ce sont les féministes sénégalaises qui ont inventé le patriarcat. On n'invente rien quand on parle du patriarcat, quand on parle de ce que les femmes subissent, en fait, dans ce pays, et de comment ces violences-là, ces oppressions-là sont institutionnalisées. On est tous les jours sur le terrain. On accompagne les femmes qui sont victimes de viol, on accompagne les femmes qui sont victimes de violences conjugales. On fait avec le sexisme ordinaire dans les médias, partout, dans le monde professionnel et tout ça. Donc, en fait, être une femme dans ce pays, c'est être née avec le mauvais sexe. C'est être né. Et là, on touche la question du sexe. Mais on touche, on peut pas occulter cette question du sexe. Être né au Sénégal, femme, être née fille, c'est être née dans le mauvais sexe. Donc je pense que on est dans une société patriarcale hyper violente envers les femmes. Moi, je pense que les hommes n'ont pas à plaindre parce que malgré tout ce qu'ils subissent, c'est eux toujours, en fait, qui profitent. Et les hommes ne font rien. Il y en a qui disent, ouais, les hommes souffrent aussi. Je suis désolée, mais s'ils souffrent si on met sur la balance, en fait, leur niveau de souffrance et les privilèges qu'ils tirent de cette société-là, le truc est tout fait, en fait, le compte. Et eux, ils préfèrent s'asseoir sur leurs privilèges et oppresser les femmes plutôt que de se battre, en fait, contre un système qui, eux-mêmes, les déshumanise parfois. Donc, je pense qu'il faut aussi, à un moment donné,
qu'on se dise que dans tout ce que nous faisons en fait au quotidien, que ça soit en littérature aussi, j'entends ce que Elgas dit, mais en littérature aussi et même dans d'autres formes d'expression, la place des femmes, comment on décrit les femmes, comment on parle des femmes noires surtout, elle est importante. Donc, on est dans une société qui est extrêmement inégalitaire et qui est extrêmement violente envers ces filles. On nous a nié notre humanité, en fait, durant des siècles dans ce pays, et c'est ce qu'on va retrouver. Ce déboulonnement du patriarcat, honorable député et politique, Moustapha Diakhaté, passe forcément par l'Assemblée nationale, là où se construisent ou se déconstruisent les lois. Il y a des panels qui ont été organisés ici sur le code de la famille, par exemple, pour parler un peu de la société égalitaire. Pourquoi ce code de la famille, malgré ses avantages et ses inconvénients, peine-t-il à être revu? Pourquoi le code de la famille ne fait-il pas sa mue, comme le demandent d'ailleurs celles et ceux? Parce que le combat n'a pas de sexe, les mots qui sont faits aux femmes, par exemple. Écoutez, merci. C'est que le code de la famille rencontre de la résistance, parce que c'est un code fait par les hommes et pour les hommes. Aussi simple que ça. Lors de sa conceptualisation et de son écriture et de son adoption à l'Assemblée nationale, il y avait peu de femmes qui ont été concernées. Donc c'est un code pour les hommes et par les hommes. Et ça l'est d'autant plus que, tout à l'heure, un de vos parents dit que les Alpulaars, c'est des patriarcats. Le patriarcat n'est pas Alpulaar. Ici, dans la Sénégambie, nous avions des civilisations matrilinéaires. Dans les royaumes de la Sénégambie, que ce soit le Valo, le Kayor, le Baol, à l'exception peut-être de la presqu'île du Cap-Vert, c'était des alliances de lignage matrilinéaire. Et la particularité de notre sous-région, c'est que nous avions toujours un pouvoir binaire et paritaire. À côté de chaque roi, il y avait une lingère. Ça, la France ne l'a pas connu. C'est pourquoi quand on vous dit que le féminisme, vous êtes toubabisé, ils racontent l'histoire, ce qu'ils le disent. Et mieux, la femme sénégalaise a voté avant la française. Donc ici, moi, quand je suis dans le combat du féminisme, c'est pour remettre mon pays à l'endroit. C'est-à-dire extirper ce pays du patriarcat. Ça veut dire quoi? Instaurer l'égalité, surtout en droit, homme-femme ou femme-homme. Ce pays est une république. Il n'appartient pas aux hommes, il n'appartient pas non plus aux femmes, mais il appartient aux femmes et aux hommes. C'est pourquoi d'ailleurs il y a un combat que bientôt nous allons engager. Lequel? En 2024. En 2024, oui. Nous voulons une présidence binaire et paritaire. C'est-à-dire, pour être plus explicite, qu'est-ce que cela veut dire? Élire un ticket présidentiel composé d'un homme et d'une femme. D'un homme et d'une femme. Avec des attributions claires pour les deux. Pour que le mâle là, ne cherche pas à dominer. Voilà, donc c'est-à-dire, Aminta, vous savez, pour moi, le combat, le féminisme, si vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez à la limite failli m'agripper. Dit que oui, le féminisme est un humanisme. Parce que, j'allais même dire que pour le cas du Sénégal, hein, c'est un panafricanisme. Ici au Sénégal, et je l'avais dit, ça m'a valu des attaques violentes d'un certain conservatisme musulman. Et je dis que le patriarcat a été importé de la colonisation et de l'islam. Merci beaucoup. Oui, parce qu'avant, il n'y avait pas ce problème. Et maintenant, aujourd'hui, je crois qu'il ne s'agira pas d'une guerre entre les hommes et les femmes. Oui. Il s'agit tout simplement de nous donner la main pour libérer notre pays du patriarcat. Parce que le patriarcat est une domination. Et de mon point de vue, la République doit rejeter les inégalités et les privilèges. Il ne doit pas y avoir de privilèges parce qu'on est né homme, Aminta. Il ne doit pas y avoir aussi d'inégalité parce qu'on est né femme. La République repose sur le principe simple, l'égalité de toutes et de tous devant la loi. Or, au Sénégal, oui, nous signons des traités. Nous avons une constitution
Et jusqu'à présent, les femmes se battent, ne serait-ce que pour avoir l'autorité parentale. Comme si un enfant naît d'un père et non d'une mère. Alors, franchement, je crois que ce combat-là, il faut le mener. Et moi, je félicite l'Institut français de Saint-Louis. Et je souhaite que l'Institut français de Dakar en fasse autant. De toute façon, dans le cadre d'une structure que nous allons mettre en place, nous allons revenir, nous, sur ce que j'appelle les comptes et mécomptes d'une décennie de parité au Sénégal. Oui, vous avez été à l'Assemblée nationale sans pourtant vous couper. Pourquoi ça ne change pas? Ça ne changeait pas, ça ne change pas. Pourquoi? C'est extrêmement difficile. Vous savez que, prenons l'exemple de la loi du protocole de Maputo. Ça a été signé par le président Abdoulaye Wade. Ça a été promulgué par l'Assemblée nationale. Et dans le décret dans le décret d'adoption, il y avait 2 signatures. Une du président Abdoulaye Wade et l'autre de M. Macky Sall. Et après, le travail pour transformer ce protocole en une disposition, c'est-à-dire législative du Sénégal, a été déjà entamé. Et avec le brouhaha de la phallocratie, du patriarcat, du conservatisme musulman, les gens ont abandonné le combat. Alors que le Sénégal l'a déjà signé. C'est-à-dire, nous, quand nous demandons l'application de l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste, ce que nous demandons, c'est le respect du Sénégal de sa signature. On demande autre chose. Maintenant, c'est un combat difficile. Si vous l'engagez, on vous prédestine à l'enfer. Alors que je ne vois pas en quoi on doit prédestiner quelqu'un à l'enfer parce qu'il combat pour l'égalité homme-femme. C'est important, ce combat-là passe, Ndeye Fatou Kane, après les applaudissements, par le système éducatif dès le bas âge. Est-ce que le système éducatif sénégalais combat un sexe au profit de l'autre? Est-ce qu'il est égalitaire? Est-ce qu'on ne confine pas dans le système éducatif sénégalais les femmes aux tâches plurielles et l'homme tout simplement à l'ordre? Avant de répondre à la question, j'aimerais bien rebondir sur ce que l'honorable député vient de dire. Ce matin, j'ai entendu lors du panel sur le code de la famille une expression, je pense que je vais la reprendre X fois, la misogynie d'État. Parce que je pense qu'on parle beaucoup d'inégalité femmes-hommes en excluant ou en dédouanant l'État. Alors que le Sénégal est champion de la ratification de toutes les lois et de tous les traités portant sur l'égalité femmes-hommes. Mais dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? Moi, je me dis souvent que dans une autre vie, j'aurais voulu être un homme sénégalais. Parce qu'ils ont tous les droits. Oui, ils ont tous les droits. Ils ont tous les privilèges. Et je me dis que quelqu'un qui a des privilèges dès la naissance, il ne gagnerait rien à les déconstruire. Ce privilège-là vient d'où? Donc le patriarcat n'est pas une entité flottante dans l'air dont on parle comme ça. Elle existe dans la vie de tous les jours et dans nos vies, nous les femmes. Je me mets dedans. Et Tata Ken, j'aime bien le passage de relais ou le pont qu'il y a dans l'inégalité générationnelle. Le Tata Ken, en passant par moi pour finir à Aminata Liban, l'inégalité de la femme sénégalaise perdure depuis des décennies, voire des siècles et des siècles. Donc, pour répondre à la question, oui, sur le système éducatif, je pense qu'on nous sort souvent des chiffres sur la scolarisation des filles. 99% de filles sont à l'école. Oui, mais est-ce qu'elles y restent? Pour revenir sur mes parents, Halpulaar, c'est vrai qu'on me traitera de Halpulaar déraciné, mais je prends le risque. Elles ont le certificat d'études, c'est déjà très bien. Donc déjà, pour aller au secondaire, passer le brevet d'études, passer le bac, c'est une autre histoire. Alors que les garçons continuent leur scolarité. Donc c'est vraiment, vraiment problématique. Pour revenir à l'hégémonie de la masculinité sénégalaise, elle s'infiltre dans tous les interstices de nos vies, que ce soit au niveau religieux, avec notre islam culturalisé que l'on vit sous forme de confrérie. Politiquement, dans les médias, les hommes confisquent toutes les strates de pouvoir en défaveur des femmes. Quand je regarde souvent Twitter, qui est vraiment le réseau social de ma génération, les tweets, les retweets, les citations de tweets, on voit qu'il y a une inégalité qui perdure et puis une hégémonie masculine qui ne dit pas son nom et qui est encore plus grave quand on voit les hommes de ma génération. Mais je me dis qu'on effectue un recul qui ne dit pas son nom. Il n'y a pas d'avancée. J'en vois pas. Peut-être la plume va permettre un peu d'avancer sur ce débat parce qu'on va avancer avec Pathé Dieye sur les stratégies efficientes. Est-ce que la plume, l'écriture peut faire quelque chose? Alors, merci Pape Alioune. De prime abord, je dirais que c'est mon travail de chercheur qui m'a amené à écrire
Alors, je considère que la littérature est d'abord une langue, donc une langue véhiculée à travers d'autres langues. Donc, comme si nous considérons que la langue est un rapport avec le réel, donc la littérature est un espace où on parvient à faire, à refaire et à défaire ce réel-là. Donc je pense que la littérature peut être un espace dans lequel on invite la société à interroger, à s'interroger et pas forcément à faire des procès. Donc c'est la raison pour laquelle dans mon roman, le personnage principal est une femme. Et pourquoi ce choix-là? C'est un travail de recherche qui m'a amené à cela. De prime abord, j'ai constaté par exemple qu'en Afrique subsaharienne, si on prend par exemple le cas du Sénégal, d'abord partir du Sénégal, on se rend compte qu'on a attendu 2001 pour avoir pour la première fois une première ministre. Donc pendant tout ce temps, lorsqu'on regarde l'histoire politique du Sénégal, les femmes ont toujours été considérées comme les machines de mobilisation pour taper des bols, mobiliser pour venir faire de l'animation pour l'homme politique. Et quand c'est le moment de composer la machine qui prend des décisions, on exclut les femmes. Donc voilà le premier constat. Ensuite, lorsque j'élargis le spectre en Afrique subsaharienne, on se rend compte qu'on a la région où il y a le plus d'entrepreneurs, ou je dirais entrepreneuses, plus d'entrepreneurs que partout ailleurs dans le monde, avec 24% de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Mais lorsqu'on ne tombe pas dans le fétichisme des chiffres, on se rend compte que seuls 17% de ces femmes-là sont les dirigeantes des moyennes et des grandes entreprises. Et ça pose 3 problèmes liés à la formation. Donc, vous l'avez souligné tout à l'heure par rapport à l'éducation, à l'absence d'interlocuteurs. Et enfin, lorsqu'on parle de numérique, on a parlé tout à l'heure de Twitter. On a pensé que le numérique était un outil qui pourrait nous aider à effacer ce gap-là, mais parfois on se rend compte que le numérique élargit ce gap-là. Donc par rapport à la formation, comme on a parlé de stratégie efficiente par exemple, donc je disais que c'est mon travail de chercheur qui m'a mené à cela. Donc j'ai travaillé avec une association qui s'appelle Shine to Lead, qui accompagne les jeunes filles brillantes mais vivant en milieu défavorisé. Donc il s'agissait d'identifier ces filles-là et de les mentorer et de les mettre à côté de femmes qui pouvaient les inspirer pour rêver grand, puisque la société demande à la fille d'être ambitieuse, mais pas trop. Oui, merci pour ce discours chiffré. Il me manquait un peu de stylo pour prendre des notes, parce qu'il y a beaucoup de chiffres parlant un peu de mille monnaies sur la formation, pour montrer un peu, c'est de la documentation dans votre discours. Je reviens à Ken Bougoul, on se penche un peu sur les stratégies efficientes. Quelles sont ces stratégies-là, selon vous, pour déconstruire et reconstruire? Oui, tout d'abord, je voudrais revenir sur le rôle de la littérature, si la littérature aussi peut aider. Il a cité Djaïli Amadou Amal, qui s'est inspiré d'une si longue lettre de Mariama Ba. Nous avons vu que la parole aux négresses déjà de Awa Thiam à l'époque avait permis quand même de soulever une problématique dont on ne parlait pas à l'époque, un livre dont on ne parle plus, mais je pense qu'il faut toujours remettre à l'ordre du jour, ainsi qu'une si longue lettre de Mariama Ba, ainsi que la plupart des livres de Fatou Diom, depuis la préférence nationale dans le vent de l'Atlantique, etc. Et puis beaucoup d'autres, même Kalis Beyala, toute sa littérature, Les honneurs perdus, etc., aussi ont dénoncé la situation des femmes sur le continent. Donc la littérature, le fait aussi d'écrire, de dénoncer ou d'apporter des témoignages, ça a quand même contribué à sensibiliser beaucoup sur la problématique. Donc la littérature quand même reste encore une arme très très importante. Il faut écrire, il faut dénoncer, il faut témoigner, c'est très 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 important. Et nous devons féliciter même Amina Sek qui a organisé le premier salon Écrire au féminin, qui a permis de montrer toute cette littérature de femmes qui montre qu'il y a tellement au Sénégal de livres écrits par des femmes qui ont dénoncé, qui ont apporté des témoignages, et je pense qu'on devrait encore beaucoup lire, etc. Bon, pour ce qui est maintenant des stratégies efficientes, moi qui ai voyagé un peu partout sur le continent africain, j'ai vu par exemple la situation dans le Sahel, par exemple, les pays comme le Sénégal, comme le Mali, la Sénégambie, dont parlait l'honorable député, avec
tout ce qu'on a reçu avec le colonialisme. Il n'y a pas que l'islam, il y a déjà le christianisme, parce que dans le christianisme, nous avons le catholicisme, c'est différent du protestantisme, méthodiste, etc. Les catholiques sont beaucoup plus durs et rigoureux ou durs. Les catholiques, c'est comme des conservateurs musulmans. Hein. On oublie toujours, on dit, les chrétiens, c'est mieux. Non, les chrétiens, les catholiques sont très, très durs. Hein. Bien que j'aime la Vierge Marie, ça aussi, il faut le souligner. Nous avons reçu ces invasions, ces occupations, ces envahisseurs à travers les religions. Mais quand on voit sur le continent africain, la bande du Sahel, la réception de ces religions patriarcales, parce que dans le christianisme, c'est Jésus, c'est un garçon. Dans la religion musulmane, Mohamed, c'est un garçon. On ne parle que d'hommes, etc. Les religions ont apporté le patriarcat dans cette partie de l'Afrique. Mais moi qui ai vécu dans le golfe de Guinée, où il y a la religion musulmane, est présente au Bénin, elle est présente au Togo, elle est présente au Ghana, elle est présente au Cameroun, etc. Et qu'on voit par exemple même dans un pays sahélien comme le Niger, l'ethnie Peul, Bororo, qu'il y a là-bas, où c'est les femmes qui choisissent le mari, c'est pas un homme qui va choisir sa femme, ce sont les hommes qui se font beaux, une cérémonie annuelle où les hommes, mon Dieu, maintenant ils font même de la dépigmentation, je vous assure, hein, ils font du khessal, ils se nettoient les dents, ils se cisaillent les dents, ils cherchent des produits parce que le jour de la fête où les jeunes filles vont choisir leur mari, il faut qu'ils soient beaux, ils rient tellement, ils font tellement des manières là, ils se parent, ils portent des bijoux, ils dansent. Et les jeunes femmes là, tranquilles, elles se maquillent même pas. Et les autres sont en train de souffrir pour faire un choix. Donc on voit que d'un pays à un autre aussi, les choses, c'est pas la même chose. Les médias portent un énorme préjudice au combat des femmes. Parce que, je vous assure, radio, télévision, ici au Sénégal, la presse, les médias, les journalistes, je vous dis ça, les gens, vous travaillez à la télévision, on passe un message positif pour une société plus égalitaire, pour les femmes, etc., et les hommes dans ce pays. L'émission suivante vient casser tout ce qui s'est passé. On dit non, on a accès à ceci, à cela, etc. L'émission est bonne. On fait une publicité un peu achète thème et ton mari t'aime. Et puis, aussitôt, l'émission suivante, nit ku baax jigéen ju baax day déglu jëkkëram day toog ca kër ga day kii. J'ai dit mais alors, mais tout à l'heure on avait une émission qui m'avait donné des ailes et l'émission suivante vient casser. On leur met trop de choses sur la tête et la femme pensant qu'elle peut bien faire, elle se bat pour etc. Mais il faut savoir dire mais moi je peux pas tout faire. Il faut dire merde. Les femmes, il faut apprendre à dire merde. Voilà. Sur le chapitre des stratégies efficientes, Elgas, on l'a vu avec le discours aussi véridique qu'ironique de Ken Bougoul, que les questions traversent les frontières. Mais ce qui est une constante, c'est que les sociétés sont têtues par rapport à ce changement de regard, ce changement de mentalité. Quel est donc, faut-il développer des stratégies efficientes qui s'adaptent au temps, parce que les mots MAUX résistent au temps, on l'a dit. Quelles est, selon vous, ou bien quelles sont, selon vous, ces stratégies efficientes-là pour déconstruire et reconstruire? Alors, je dois avouer que je suis un poil mal à l'aise par le contraste évident qu'il y a entre la semaine de laquelle on sort, qui a vu 4 femmes, je crois, qui ont été tuées, assassinées dans des conditions macabres, et la tonalité de notre discussion presque festive et tout le reste. Donc j'aimerais juste apporter un petit peu plus de gravité, parce que les stratégies, il faut qu'elles soient efficientes. Il ne s'agit pas uniquement d'organiser des rencontres, des discussions, et je me fais le relais de ce leitmotiv que vient d'utiliser Ken Bougoul. Il faut dire merde. Et dire merde, il faut le dire de façon radicale. Si j'ai une critique, et c'est assez surprenant d'ailleurs, si j'ai une critique à faire parfois au féminisme, c'est de ne pas être assez radical. De ne pas être assez radical, de ne pas aller jusqu'au bout. Parce que quand les hommes vous célèbrent,
quand les hommes vous trouvent formidable, reprochez-vous quelque chose parce que c'est l'acte de corruption le plus habile. Et je voudrais juste restituer 2-3 choses qui me paraissent importantes parce qu'il faut qu'on se base sur des faits historiquement vérifiés, sur lesquels la science a établi des choses que l'on peut partager. On ne peut pas extrapoler sur des sujets aussi sérieux que le féminisme ou des stratégies. Quand j'entends dire que le patriarcat est entré au Sénégal par la corruption, c'est une forme de passage très très rapide sur l'histoire. Si vous lisez un livre d'un sociologue sénégalais qui est très important, qui a été le mentor de beaucoup de gens, il s'agit d'Abdoulaye Bara Diop. Abdoulaye Bara Diop a écrit sur la famille Wolof et sur la société sénégalaise. Si vous ne voyez pas dans l'endogénat même sénégalais des germes de patriarcat, il faut être d'une formidable cécité pour ne pas le voir. Autre chose, ce qui est très très important sur ces sujets-là, c'est de pouvoir regarder les choses dans leur complexité et de ne pas juste dire, oui, grosso modo, le Sénégal vivait dans un havre de paix, féministe, parfaitement matrilinéaire avec du matriarcat, et d'un seul coup, le colonialisme ou la religion sont arrivés et ont perturbé ce sommeil général-là. Ça, c'est une fable, parce que cette fable-là, qu'est-ce qu'elle a produit par ailleurs? Il y a tout un nombre de discours qui ont prospéré sur ça. Moi, j'ai écrit un article qui m'a valu à la fois des compliments et à la fois des attaques. J'ai lu, parce que le travail d'universitaire de base, c'est de lire et de commenter. On lit, on commente. Il y a des gens qui aiment pas, mais c'est le game, en quelque sorte. Et j'ai lu Ken Bougoul, j'ai lu Mariama Ba, j'ai lu Aminata Sow Fall, j'ai lu toutes les papesses du féminisme sénégalais ou de la littérature sénégalaise. Et qu'est-ce que j'ai vu? Qu'il y avait un angle mort d'une extraordinaire importance. Cet angle mort-là, c'est la classe sociale. Je pense que dans la discussion précédente, Ndeye Fatou Kane l'a abordé. Toutes les écrivaines sénégalaises de cette période-là sont quasiment d'extraction bourgeoise. Et quand elles sont encensées par un système patriarcal. Parce que parfois, ça les arrange. Quand on commence à distribuer comme ça des satisfecits à cette littérature-là, c'est parce qu'elle ne remet pas en cause fondamentalement la structure. Est-ce que Mariama Ba a suscité un grand inconfort dans le monde intellectuel et dans le monde patriarcal sénégalais? Voilà. Aujourd'hui, on en parle, mais parce que les hommes peuvent s'accommoder pendant très très longtemps de cette forme de discussion. Et je suis un peu triste, mais une tristesse assez légère, qu'une autre féministe ne soit pas là, parce qu'elle a aussi des sujets sur cette question qui est très importante. C'est Haïra Cham, qui a des textes qui sont parfois très très intéressants sur ça. Et vous le verrez d'ailleurs dans un article de Koumba Kane dans Le Monde, qui est sorti récemment. Et je pense d'ailleurs que Mama Stouyad, qui est là, a donné son témoignage dans cet article. Elle fait une cartographie du féminisme en Afrique, en essayant de montrer à la fois les avancées et parfois justement ce qu'on disait, pourquoi on n'avance pas. Et ce qu'elle disait, c'est très très intéressant, c'est qu'on parle comme si on n'avait pas un système patriarcal qui est d'obéissance aussi et surtout fondamentalement religieuse. Est-ce qu'on critique justement cette superstructure religieuse? Qu'est-ce qu'il y a de plus puissant au Sénégal? Les confréries qui osent aujourd'hui attaquer frontalement justement ces confréries qui continuent justement à ancrer ce système patriarcal. C'est une différence d'intensité, c'est qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Et moi, j'ai pris ces risques-là dans mon premier livre. Ce n'était pas un acte de déclaration d'amour aux féministes, parce que je pense qu'on n'a pas besoin de donner des gages à des féministes. On défend les idées que l'on pense justes, les humanismes que l'on pense justes. Il faut plus défendre le féminisme qu'être intéressé par être ami avec des féministes. Parce que moi, je respecte assez les femmes pour les considérer intelligentes, fortes. On n'a pas besoin de corruption et de ces postures-là qui, in fine, parfois, sont des postures, et là, je suis un peu taquin, de dragueurs un peu sophistiqués. Donc voilà. Et ça, je terminerai juste par ce propos-là. Renverser la table, oui, c'est justement interroger la racine, justement, du mal patriarcal. Et il faudra un jour confronter la religion et sa superstructure sénégalaise. Et puis ne pas oublier, je pense que c'est important, dans le même élan, tant qu'une minorité souffrira, qu'elle soit homosexuelle ou autre, dans la grande dynamique de la lutte qu'on mène, c'est qu'on se ment parfois et qu'on se donne parfois des arguments faciles. Et cette difficulté-là, c'est la radicalité que je ne vois pas se développer assez.
Est-ce que pour renverser la table, Aminata Libemang, on doit utiliser cette expression, le féminisme, c'est un humanisme? Non, je pense pas. Je pense pas. Et je voudrais revenir sur ce que Elgas vient de dire. Moi, j'en ai un peu marre, en fait, d'entendre des leçons des hommes qui nous disent qu'on devrait être plus radical, qu'on devrait être plus ceci et plus cela, alors qu'eux-mêmes sont, encore une fois, assis sur leurs privilèges. Je pense qu'on n'a pas, en tant qu'hommes, écrivains, sénégalais, vivant en France et tout, avec tout ce qu'il y a comme privilège, à juger... On dépersonnalise le débat. Juger, oui, allez-y. Non, Oui, allez-y. si, je personnalise, je parle à Elgas. Non, vu que c'est un débat, je pense que je peux te dire juste un mot. J'accepte parfaitement. C'est que s'il faut me mettre sur le bûcher, personnellement, je n'ai aucun problème là-dessus. Et j'entends ta critique, j'y réponds. Allez-y. Oui, vous avez la parole, allez-y. Oui, pour rester un peu sur le féminisme et un humanisme, allez-y. Non, je réponds d'abord avant de répondre à la question du féminisme. Moi, je pense qu'on apprend déjà assez la tête. Et pour ce que l'on fait, on prend déjà beaucoup de risques. Les féministes sénégalaises sont courageuses. Les féministes sénégalaises sont fortes. Les féministes sénégalaises font ce qu'elles peuvent pour, encore une fois, déboulonner ce patriarcat. Donc, je pense que c'est un peu fort de café, comme on dit, en tant qu'homme. Ok, voilà, il y a peut-être une critique à faire. Comme nous, on peut être critique avec nos prédécesseurs, comme on peut être critique. Mais je pense que moi, j'ai jamais vu les hommes qui nous disent qu'on devrait être plus radical venir prendre la défense de Maïmouna Assiad quand elle se fait insulter pendant une semaine sur les réseaux sociaux parce qu'elle a tenu tête à un oustas. Jamais. Jamais. Quand moi, je me fais lyncher sur les réseaux sociaux parce que j'ai dit ceci ou cela, je ne vois jamais ces mêmes hommes-là venir me témoigner leur solidarité. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, on fait ce qu'on peut avec les moyens que l'on a. On est d'accord qu'il y a une superstructure qui est là, qui fait qu'on a du mal parfois à s'attaquer à la religion, à d'autres thèmes et tout, mais on avance avec les moyens du bord, encore une fois. Sur le féminisme est un humanisme, moi je pense que c'est aussi très compliqué d'aborder le féminisme. C'est aussi diluer en fait toute la quintessence des luttes féministes parce que justement, si le féminisme était un humanisme, on n'en serait pas là. C'est-à-dire que les femmes ont été exclues de l'humanité. Les femmes ont vécu, continuent à vivre, encore une fois, des discriminations qui sont spécifiques, en fait, à leur genre. C'est pour ça que le féminisme existe, en fait. Donc, on ne peut pas dire que le féminisme est un humanisme, parce que sinon, encore une fois, on serait exclu, en fait, dans l'humanité. Si, au Sénégal, on a des lois qui sont discriminantes, qui sont discriminatoires, on a en fait un sexisme d'État, comme le disait tout à l'heure Ndefa Toukan. Si en fait on ne peut même pas disposer de notre corps en tant que femme, c'est-à-dire qu'on nous dénie le droit d'avoir en fait le choix pour nos propres corps. Il y a une étude qui a été faite qui dit que même les femmes, 70% des femmes sénégalaises n'ont pas en fait le choix d'assumer ou de dire non face à une grossesse. Donc, 70% des femmes sénégalaises, c'est énorme. Sans compter, en fait, tout ce qui se passe autour de la viol, donc de la violence sexuelle et tout ça. Et justement, je voulais faire le lien avec l'éducation, parce qu'on parle beaucoup du nombre de filles, de femmes et tout, qui accèdent aux universités. Mais encore une fois, on est dans un système éducatif, en fait, qui est vertical. On est dans une transmission du savoir vertical et le système éducatif sénégalais, même si on a des filles qui sont assez nombreuses, en fait, on voit qu'il y a des violences que les femmes et les filles en fait, subissent dans le système scolaire, que ce soit de la part des enseignants, mais aussi de la part d'autres élèves et tout ça. Donc, la qualité en fait, de l'enseignement n'est pas prise en compte. Et on voit aussi comment il y a un décalage entre les savoirs, les compétences que les jeunes filles vont acquérir en fait, au sein des écoles, des universités et comment aussi elles vont se projeter dans le monde professionnel. Donc voilà, ce sont les choses sur lesquelles je voulais revenir. Et encore une fois, le féminisme, c'est d'abord un combat politique et le féminisme n'est certainement pas un humanisme. On parle d'État sexiste, d'État misogyne. Moustapha Diakhaté, les stratégies efficientes doivent commencer par le haut, non? Absolument. Mais je voudrais revenir un peu sur
Rapidement, oui. Sur M. Elgas. M. Elgas, ce que vous venez de dire par rapport au patriarcat, c'est une fable sociologique. Historiquement, dans la Sénégambie, on accédait au pouvoir par sa mère. Ça, ce n'est pas le patriarcat, c'est le matriarcat. Donc, ce qu'Ablaye Bara Diop a dit sur le matriarcat, ne correspond pas à la vérité historique. Deuxième chose, un point sur lequel je suis entièrement d'accord avec vous, Elga. Ce qui s'est passé la semaine dernière est ahurissant. On tue sa femme parce qu'elle demande le divorce. Tuer une femme parce qu'elle demande le divorce. Un autre voyou qui tue sa femme parce qu'elle est allée au marché sans demander son autorisation. Dans quel pays nous sommes? Parce qu'elle n'a pas d'enfant. Mais c'est que le pays où nous sommes, c'est quoi? Quand vous assistez, malheureusement vous les femmes, vous n'avez pas cette chance. On célèbre les mariages, les éléments de langage qu'on utilise. Ana ñi ñaan si ñu ni ñu ngi nii ana ñi maye ñu ni ñu ngi nii ñu maye te ñi ñuy maye sax duñ fa nekk. C'est déjà l'inégalité. Nit du lu ñuy maye. Même le mot n'est pas bon. Maye. Et on vous dit oui, liggéeyum doy añub doom. Ça c'est une stratégie masculine pour dominer la femme. Pas autre chose. Liggéeyum doy añub doom. Liggéeyum doy yaa way jigéen sëriñam afay jëkkëram taalibeeb sëriñ. C'est-à-dire que on vous dit que oui, le mari à la limite c'est lui qui vous envoie au paradis, ce qui est faux. Donc effectivement, il y a quoi, il y a des peines pour ce qui concerne la déconstruction du patriarcat. Je crois que nous sommes tous d'accord sur le constat que le Sénégal est une société inégalitaire. Mais je vais être plus loin, c'est une société mal. Mal avec accent comme de Alga. De Elgas. Alors maintenant, que faire? Vous savez que le Sénégal, moi, les inégalités sociales, je peux même accepter. Moi, ce que je ne peux pas accepter, c'est les inégalités juridiques. Dans une république, il ne peut pas y avoir d'inégalité juridique. Il y a une différence entre la justice et la société? Oui, c'est différent. Vous savez que non, pas la justice, la loi. Oui. Quand la loi dispose qu'au Sénégal, les femmes et les hommes sont égaux devant la loi, il ne doit pas y avoir de discrimination du point de vue juridique. Ce qui est très... Vous l'avez. C'est pourquoi je pense que ce qu'il y a à faire, c'est Oui. Il faut faire le répertoire de l'ensemble des lois scélérates qui discriminent les femmes. Maintenant, et faire le portage, d'abord, auprès du président de la République. Deuxièmement, auprès de l'Assemblée nationale. Là, il faut d'abord, la première porte à frapper, c'est la commission des lois. Et la commission santé qui gère le genre. Ensuite, rencontrer les groupes parlementaires. Pour les convaincre de la nécessité de dépoussiérer les lois sénégalaises qui sont discriminatoires. Et surtout la loi sur l'autorité parentale. C'est-à-dire au nom de quoi on dit qu'un enfant c'est son père qui doit le déclarer. Comme s'il est né comme ça. Imaginez un enfant qui est né au Sénégal, son père se trouve ailleurs. On dit que oui, c'est son père qui doit le déclarer. Et si le père ne vient pas, l'enfant n'arrive même pas à avoir du papier. Et ça, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Autrement dit, moi je crois que, effectivement, parce que moi je parle de la République, vous savez que ce qui se passe dans les couples là, c'est pas mon problème. Hein. Moi, vous savez que moi j'aime pas qu'on appelle les femmes Madame Nangam. J'ai la chance que ma femme et moi nous portons le même nom. Donc je n'ai pas ce problème. Je n'ai pas ce problème. Mais si j'avais ce problème, ma femme on n'appellerait pas Madame Diakhaté. Parce que je ne sais pas d'où ça vient. Ça ne vient pas du Sénégal. Dans notre histoire, ça n'existe pas. Oui. Ça nous vient de la France cette fois-ci. Mais au nom de quoi? Au nom de quoi la femme doit porter le nom de son mari, comme vous l'avez dit là. Maintenant, d'ailleurs, je crois très honnêtement en termes de progrès, on doit même aller jusqu'à vraiment permettre aux enfants de porter le nom de leur mère et le nom de leur père. Double réforme proposée par Moustapha Diakhaté sur les stratégies efficientes. Ndeye Fatou Kane, État sexiste, État misogyne, mais on dit que l'État c'est nous. Quelle est la responsabilité un peu de la société par rapport à ces stratégies efficientes-là?
Alors, je vais rebondir brièvement sur ce que le député Moustapha Diakhaté vient de dire. Quand on dit que c'est un allié, c'est vraiment pas un jeu de mots. C'est un allié. Et le fait de mettre des noms composés pour les enfants, ça, c'est toujours une chose que j'ai toujours voulu qu'on inscrive dans la loi. Parce que moi, je me dis personnellement que j'ai un nom chargé d'histoire, donc j'aimerais beaucoup que mes enfants le portent. Donc, ce sera XX Can plus Y. Je n'ai pas envie que mon identité soit diluée dans le nom du père d'autrui. Donc vraiment ça, ce serait vraiment une loi à appliquer. Alors, je suis aussi d'accord avec ce que Liban a dit. On en a un peu marre, en fait, que des hommes viennent nous donner des leçons de féminisme. Moi, souvent, quand on dit « vous, les féministes », je dis « nous, les féministes », parce que la cause est nôtre. Il n'y a pas dans la société les hommes d'un côté, enfin, c'est dans vraiment ma conception de l'utopie féministe. Parce que dans une société utopique, je rêve, le féminisme n'existerait plus parce que l'égalité serait vraiment effective. Il n'y a pas les hommes assis sur un trône de privilèges dans toute leur superbe de mâle alpha, dire « Ah, mais vous, les féministes, la société vous incombe ». Quand la société va mal, c'est de la faute des féministes. Quand tout va bien, je dis « Ah, mais où sont les féministes ?» Elles ne parlent pas de ce qui va bien. Donc moi, dans la terminologie et dans la sémantique, j'ai un petit souci avec ça. C'était pas une attaque personnelle, hein? Non, je sais, c'est pas grave. J'avais juste une question. On ne coupe pas la parole dans ce débat. C'est possible. C'est possible, oui. C'est possible. La coupe intempestive de parole est un frein à l'égalité. Donc je termine. Non, c'est possible dans un débat. C'est possible dans un débat. On discute. Les différences sont importants. Oui. C'est important. Ce sont des micro-agressions. Donc il faut que je termine ce que j'ai à dire. Allez-y. Sur les stratégies efficientes. Mais il a le droit de prendre également la parole. Je n'avais pas fini. Allez-y. Je finis. Allez-y, quand je te disais que tu es un allié circonstanciel, comment il est solidaire avec elle? Je finis, je termine, je finis ce que j'ai à dire. On ne me coupe pas la parole. Donc je finis ce que j'ai à dire. Oui, c'est moi qui dirige le débat, mais allez-y, vous avez le droit. Allez-y, oui. Merci. Alors, pour les stratégies, j'aimerais beaucoup que l'on parte. Je cite une féministe afro-américaine que j'aime beaucoup, Bell Hooks. Elle a écrit un livre que je recommande à tout le monde, de la marge au centre. Donc moi, j'aimerais bien que l'on prenne dans l'autre sens, du centre à la marge. On a beaucoup parlé des autres pays, mais il faut qu'on fasse une stratégie d'entonnoir pour que l'on situe notre propos et qu'on nous situe au Sénégal. Parce que je pense que nous sommes une majorité de Sénégalais et de Sénégalaises, donc c'est du Sénégal que l'on parle, donc ce serait bien aussi que l'on centre notre débat au Sénégal. Les stratégies, il faudrait que l'on ait de plus en plus des hommes alliés, mais vraiment dans le vrai sens du terme. Et pas seulement des alliés de circonstances. Quand, oui, je suis féministe, mais on l'est ou on ne l'est pas. Il faut vraiment que l'on sache, en fait, qu'est-ce qu'on fait. On est féministe ou on ne l'est pas. Mais on n'est pas féministe juste parce qu'il y a certains débats qui ne nous concernent pas. Et je pense que le patriarcat, sa quintessence même, c'est le contrôle des femmes, en fait. Le contrôle de leur sexualité, le contrôle de leurs allées et venues, le contrôle de leur discours, et même le contrôle, l'inquisition, en fait. Quand est-ce qu'elles se marient? Quand est-ce qu'elles font des enfants? J'ai 35 ans, je suis Peul, je suis sénégalaise. Tous les jours, on me pose la question de quand est-ce que je vais me marier. Et moi, je dis, je veux d'abord mon titre de docteur, en fait. Et je vais écrire une dizaine de livres. Exister en tant qu'individu et pas seulement en tant que femme poutanké, petite fille d'eux ou fille d'eux. Donc les stratégies, en fait, je pense qu'au-delà des beaux discours, au-delà des formes, il faudrait qu'on les applique dans notre vie de tous les jours. Et là, ça, quand je le verrai, je me dis, ah tiens, finalement, on a franchi un palier. Alors, pour revenir à la misogynie d'État, je me dis en fait que la loi, c'est nous, mais on a un président de la République, on a un Premier ministre, on a une Assemblée nationale où on vote les lois. Alors, nous pouvons, à notre petit niveau, nous faisons ce que nous pouvons. On écrit des livres, on tweet, on retweet, on bat le macadam, on fait des marches, mais qui est-ce qui vote les lois? Les députés à l'Assemblée. Donc, il faudrait aussi qu'ils portent leurs ovaires et autre chose pour voter les lois. Il y a la parité à l'Assemblée nationale. Oui, mais pour revenir à la parité, la parité, je pense que c'est une loi d'endormissement. Il y a 11 ans qu'elle a été votée, mais dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? Exactement. Donc là, ça pose problème. On va finir avec Patédié et Elgas, vous aurez la parole, comme tout le monde d'ailleurs. Patédié, on parle un peu du regard social avec Ndeye Fatou Kane, qui est peut-être dans la peau de la Croix d'Agener. On ne sait pas, le livre d'Aminata Sarr. Comment faire avec ce regard social-là? Je pense que c'est une question difficile, mais avant d'y répondre, j'aimerais rebondir sur... Et on rebondit, c'est le verbe. Hein? Que tout le monde aime, on rebondit. Le député a dit allez-y, je se battait pour que le Sénégal revienne là où il était, puisque voilà, la Sénégalaise a eu à voter avant la Française.
mais aussi c'est le même cas avec la religion, puisqu'on est en train de parler des religions depuis tout à l'heure. Mais moi, je pense que le problème, c'est pas la religion, mais l'interprétation qu'on fait de la religion, puisqu'on se rend compte que ces textes religieux sont descendus dans des sociétés traditionnellement patriarcales qui ont interprété les textes en leur faveur, en faveur des hommes. Voilà, donc, parce que, interrogeons le texte vite fait, par exemple, sur la 33, verset 35, le texte dit à chaque fois musulmans, musulmanes, croyants, croyantes, loyaux, loyales, gardiens et gardiennes de la chasteté. Donc, et à chaque fois que le texte interpelle les êtres humains, on voit encore croyants et croyantes. Donc, ça veut dire que, bon, si on se tient rigoureusement au texte, on va pas peut dire que voilà, il y a forcément une égalité à partir du texte religieux, mais l'interprétation même qu'on fait, c'est ça qui pose problème dans la plupart des cas. Et si c'était le cas, j'aurais dit que Dieu n'est pas juste, hein, et excusez-moi du terme, mais voilà. Donc, et au-delà de cela, on a parlé de stratégie. Donc, je vais être pragmatique aussi. On a beaucoup parlé de l'entrepreneuriat. Comme par exemple, il y a un capital d'investissement qui est le Women Investment Club qui n'accompagne que des projets portés par des femmes ou bien à 50% portés par des femmes. Donc ce sont des modèles qu'on peut répliquer dans d'autres régions, dans d'autres pays pour faciliter par exemple l'accès au financement, permettre aux femmes d'avoir un meilleur épanouissement financier et avoir peut-être des béninoises au Sénégal comme l'exemple de Maman Ken Bougoul donné tout à l'heure pour le Bénin. Donc le regard aussi, c'est comme un ordre, on impose à la personne d'être ceci, d'être cela. Donc la personne se regarde face au miroir et n'ose pas être ce qu'elle a envie d'être, mais ce que la société attend d'elle qu'elle soit. Et ça, c'est un problème et ça revient à quelque chose de fondamental. Il faut oser être dans la décondition et assumer cette décondition-là. Donc, et c'est un prix à payer. Et j'ai beaucoup aimé l'exemple de Madame Amal avant-hier, puisque vendre l'argent de ses bijoux qui constituaient sa dot pour acheter un ordinateur, et écrire son premier livre, je pense que c'est l'une des plus belles revanches qu'une femme peut avoir, non pas sur un homme, mais sur une société inégalitaire. Mais enfin aussi, le système éducatif et dans la manière dont nous parlons à nos enfants, à la fille, c'est comme si on est en train de construire un regard sur la femme. Donc, en construisant ce regard-là, on peut pousser la femme à être rebelle parfois, à assumer une certaine folie pour demeurer dans la décondition, parce que cette décondition, ça demande du courage. Il y a un prix à payer. Il faut de l'héroïsme pour payer ce prix-là. Le dernier tour de table sur les alliés potentiels, hein, pour une société égalitaire. Elgas, allez-y. Elgas, il me donne son temps de parole, en fait. En tant qu'allié, il m'a dit... voilà, merci beaucoup. Ça, c'est un allié. C'est donner la parole. Allez. Elle vient de me couper la parole. Non, enfin, toute la journée, je crois, depuis que ce programme a été mis sur place, on m'avait promis l'enfer. Et si c'est ça l'enfer, je signe pour tous les jours, en fait, parce que moi, j'ai toujours aimé les débats contradictoires, qu'ils soient radicaux, violents. Quand j'ai écrit mon premier livre, j'ai eu des menaces de mort. Je veux dire, je ne suis pas venu au Sénégal pendant 2 ans. On est venu ici à l'Institut français avec Mbougar. On a parlé pendant 3 heures de l'homosexualité. On s'est fait trucider par le public qui était là. On est sorti, on a perdu sans doute 2 kilos de transpiration parce qu'on était fatigués. Donc, je n'ai aucun problème. Et je trouve d'ailleurs que c'est très important d'avoir dans la société sénégalaise des débats, pas des invectives, pas des insultes, de vrais débats intellectuels sur des faits. Et c'est pourquoi j'ai blasphémé tout à l'heure en vous coupant, donc je m'excuse le plus platement du monde, mais c'était juste pour que le discours soit incarné par des exemples. Des exemples, qu'on donne des exemples, parce qu'on ne peut pas juste parler sur des généralités et sur... Tout à l'heure, la formule est sortie sur quelque chose de désincarné, de flottant. C'était par rapport à ça, j'avais des questions. On a eu des opportunités. L'affaire Songhé, l'affaire Yerim Seck. On a eu récemment l'affaire Adji Sarr. Mais voilà de formidables moments féministes. On a entendu on en a vu celles qui se sont cachées. On a vu celles qui ont parlé. Parce que là, il y avait un risque réel. On a vu des féministes soutenir Sonko.
Je veux dire, voilà des sujets dont on aurait pu parler. Important, parce que ce sont des féminismes incarnés. Et je terminerai par là, parce que l'idée, ce n'est pas de monopoliser la parole. C'était juste de dire, quand on dit à une amie, je t'appelle à être plus radical, ce n'est pas une leçon, ce n'est pas une injonction. Je me permets de le faire avec Liban, parce qu'on a un passif personnel. Liban, quand j'ai vu tout ce qu'elle subissait sur Twitter, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai appelée, je la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. J'ai fait un portrait d'elle, que j'ai appelé « Libre comme l'air ». J'ai fait un portrait d'elle dans Inventaire des idoles, je veux dire dans ma chronique. Et l'idée, c'était de célébrer ce qu'elle disait. Je n'ai pas besoin d'être d'accord avec elle. Et ma question, c'est quoi? À partir de quand on est allié? Parce qu'il faut être d'accord avec vous pour être allié. Ce serait tragique. Parce que vous excluez, parce que des désaccords, c'est sain. Avoir des désaccords, avoir l'essentiel comme corpus commun, comme squelette commun qui nous tient ensemble, et avoir des désaccords, c'est le principe même des débats intellectuels. Donc, à partir du moment où on dit, lui, c'est un bon allié, lui, c'est un mauvais allié, mais qu'est-ce qui donne l'autorité, la légitimité, l'expertise pour décider qui est bon et qui est mauvais? C'est juste ça. Et moi, je suis content. Quand on m'a proposé, je n'ai pas hésité une seule seconde. On m'a dit, tu vas te faire trucider. Voilà. Mais non, je trouve que c'est important de discuter. Il faut toujours venir discuter, de préférence dans la courtoisie, dans la cordialité et dans la bienveillance. Et je pense que sur ce champ-là, aujourd'hui, on a plutôt été honorable. Merci à tout le monde. Et bravo pour le débat. Ken Bougoul, on va parler un peu des alliés. Votre tour viendra, Unata. Sur les alliés, pour finir, c'est le dernier tour de table. Tout le monde aura son temps de parole. Ça, j'en assure un peu le dispatching en termes de prise de parole. Sur les alliés potentiels pour une société égalitaire, est-ce qu'il faut dépasser cette division, cette opposition entre hommes et femmes, en faire un duo plus qu'un duel, par exemple? Oui, je pense que quand on parle d'égalité, ça veut dire, donc ça suppose deux déjà. Ouais. En tout cas, quelque chose de pair, deux. Donc si on parle d'égalité, c'est égalité pas entre femmes, mais égalité entre hommes et femmes, entre grands et petits, entre adultes et enfants, etc. Il y a des moments où je me considère comme une femme et il y a des moments où je me considère comme un homme. Parce que je n'ai pas eu la chance d'avoir vécu longtemps en couple avec un homme. Peut-être que j'ai eu beaucoup plus d'amants que de maris, parce que je suis une personne qui vit, la plupart du temps, j'ai vécu seule. Je n'ai pas vécu vraiment une vie de couple, de famille. Les personnes avec qui j'ai vécu, même avec mon époux béninois, il était au Bénin, moi j'étais dans un autre pays. On se voyait que pendant les vacances. J'ai vécu avec un Serigne Khassim Baké, qui était très âgé. Moi j'habitais à Guinguinéo chez ma mère et lui il était entre Darussalam, Ndiarem, Darou Rahman, dans ces villages, etc. Et pourtant on était ensemble jusqu'à sa mort. Donc j'ai toujours vécu seul. Et même ça, en tant qu'individu, je devais me battre pour m'en sortir, pour avoir des droits, remplissant des devoirs, pour essayer de me faire respecter, ce qui était difficile, parce que jusqu'à présent, même à mon âge, on m'a dit au village que si je meurs sans être mariée, je vais pas être enterrée avant qu'on me trouve dans la communauté quelqu'un qui épouse mon cadavre. Donc là, je suis dans la recherche d'un vieux papa, là, quand même que j'en profite avant, plutôt qu'il épouse un cadavre. Donc vous voyez déjà que même à mon âge, c'est très compliqué. Donc les alliés, on a besoin d'alliés aussi bien dans son environnement socio-culturel, on a besoin d'alliés dans son milieu, on a besoin d'alliés avec ce qui nous représente au niveau des textes et des lois. Parce que c'est tous les textes dont l'honorable apparaît, ça existe. Le problème, c'est l'application des textes. Parce que nos États ne sont pas sexistes. Nos États sont sous contrôle. Moi, j'avais dit qu'on devait privatiser nos États. Parce que l'État sénégalais a des textes, veut même appliquer des textes, mais malheureusement, étant sous contrôle de forces puissantes, dont un lobby religieux très puissant, ça aussi, et même
parfois un lobby capitaliste même, dont on ne parle pas souvent, on parle plus du lobby religieux, et ils sont sous cette domination qui les empêche parfois de pouvoir appliquer les textes. Mais les textes existent. Et moi, je sais qu'il suffit d'un gouvernant courageux, d'un dirigeant courageux pour que les choses changent. C'est une question de courage. C'est plus une question d'honneur, c'est plus une question de dignité, c'est une question de courage. Ça, c'est le meilleur allié qu'aussi bien un homme qu'une femme peut avoir pour une société de justice et d'égalité. Aminata Libameng, le mot est lâché, courage pour un allié potentiel, pour une société égalitaire. Du coup, je pense que tu l'as fait exprès pour casser un peu... Oui, j'y pense. D'accord. Oui, c'est là, allez-y. Non, mais je suis d'accord avec ce que Letty disait sur les processus de déconstruction et sur aussi qui, en fait, on désigne en tant qu'allié. On est, encore une fois, dans une société extrêmement difficile et où, en fait, les hommes ne font aucun effort pour déconstruire, où il y en a même qui disent, comme je le disais tout à l'heure, qui pensent qu'on a inventé le patriarcat, que la domination masculine n'existe pas et tout ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire et moi, je ne distribue pas la carte en fait d'alliés aux hommes. Moi, je pense qu'il faut qu'ils méritent en fait cette étiquette-là. Et quand, encore une fois, il y a souvent des angles morts, et je voudrais revenir sur ce que disait l'honorable député. On voit comment, en fait, au niveau politique, il est très engagé. Il sait que, voilà, il y a des textes qui sont à bannir et des textes aussi qu'il faut qu'on vote. Mais quand il dit, en fait, que dans la sphère privée, lui, il ne s'en mêle pas et tout ça. Justement, en fait, c'est ça un des problèmes. Et ça, c'est un des angles morts quand on est, encore une fois, du bon côté du patriarcat, on va dire. Parce que le privé, il est politique. Ce qui se passe, en fait, entre un homme et une femme, entre un mari et sa femme dans le privé, en fait, est codifié par les lois patriarcales. Quand, en fait, une femme ne peut pas choisir le lieu de résidence du domicile, ça, c'est un problème. Quand une femme ne peut pas, en fait, avoir en fait une certaine autonomie ou exiger d'aller au travail parce que elle dépend de son mari, c'est son mari qui doit en fait lui donner l'autorisation, ça c'est un problème. Donc il faut qu'on s'intéresse à tous les aspects, en fait, à toutes les sphères, que ce soit politique et privée. Et c'est pour ça que la question également de l'intersectionnalité, elle est importante. Encore une fois, l'autonomisation ne règle pas les problèmes des femmes. Les femmes, en fait, qui ont des capacités financières et tout ça, ne sont pas pour autant, en fait, libres de leur mouvement, libres de tout. On a des femmes qui peuvent être d'une certaine classe sociale, encore une fois, mais qui ne peuvent pas prendre des décisions pour elles-mêmes ou pour leur famille. Donc, je pense que c'est vraiment aussi minimiser, je pense, les capacités des féministes, les capacités des chercheurs, des scientifiques qui composent en fait le mouvement féministe en disant il faut juste se faire focus sur l'autonomisation et les problèmes seront réglés. Encore une fois, le problème des femmes dans ce pays-là, c'est le patriarcat, mais c'est aussi l'indifférence et le fait que ce pays, en fait, déteste les femmes profondément. On est dans un pays qui déteste les femmes. Et quand Elgas disait tout à l'heure, c'est pour ça qu'on a voulu hier marquer symboliquement, en fait, même si on est là, on n'oublie pas qu'il y a des femmes et des filles qui sont tuées au Sénégal dans l'indifférence totale des autorités qui sont censées prendre des décisions. On a ici des femmes qui dorment, en fait, dehors parce qu'elles seront mises à la porte par leur mari. On a des enfants qui dorment avec leur mère dans les rues. Il n'y a aucune structure, en fait, de prise en charge pour prendre en compte ces questions-là. Donc, le problème, ce n'est pas l'autonomisation, ce n'est pas que les femmes aient plus d'argent. Le problème, encore une fois, c'est de déboulonner le patriarcat. Parlons des alliés. On vous présente Moustapha Diakhaté comme un allié. C'est quoi un allié, par exemple, pour le profane? C'est quoi un allié? Le micro, oui. AJS me considère comme un homme, un mâle qui participe à la lutte des femmes, à la lutte pour l'émancipation de la femme. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai été désigné comme ambassadeur de la lutte des femmes. Et la députée Aïda Mbodj, elle m'avait désigné comme le khalife général des femmes.
et je le porte avec plaisir. Vous savez, moi je suis un libéral. C'est-à-dire un libéral ne peut pas accepter des inégalités, surtout juridiques. Vous savez, quand en venant ici, moi que je rentre dans ce type de débat, j'oublie que je suis le plus âgé de l'Assemblée, généralement, parce que j'étais là avant l'indépendance. J'oublie que j'ai été député. Je viens ici en tant qu'interlocuteur pour échanger avec les uns et les autres. Et prendre surtout pour conforter ma passion de l'émancipation de la femme. Exactement. Merci. Merci. Ndeye Fatou Kane pour les alliés, oui. Potentiel pour une société égalitaire. Dernier point, l'avant-dernière piste de parole de ce grand débat féministe. Alors moi, je suis d'accord avec ce que Elgas a dit tout à l'heure sur la nécessité de la contradiction. Ouais. La contradiction fait vivre, et c'est à l'image de l'hétérogénéité de ce plateau qu'on a eu. On a toutes et tous notre perception du féminisme, on la défend, et je pense que ça a été vraiment courtois. Il voulait des exemples sur les différents cas de féminicide, de violences sexuelles qu'il y a eu depuis 2018. 2018 a été le point de départ de mon engagement féministe lors de la prise de parole du professeur Songué Diouf dans une célèbre télé de la place qui avait tenu des propos très problématiques. J'avais écrit une tribune dans Le Monde qui s'intitulait « Silence en viol ». Et je pense que c'est le point de départ de la petite notoriété féministe que j'ai eue. Avec Adama, Elgas a écrit un texte dedans. Avec les éditions Rive 9 Continent, on a écrit un ouvrage collectif qui s'intitule « Lettres à la jeunesse des lettres ». J'ai écrit un texte dedans qui s'intitule « Masculinité médiatique et rapports inégaux de genre, le cas Adji Sarr et Ousmane Sonko ». Et j'ai essayé de détailler depuis les événements de mars 2021 jusqu'à cette affaire scabreuse entre Ousmane Sonko et Adji Sarr et dont on ne parle que très peu. Donc ce texte-là, je pense que c'est un autre exemple. Amélie Ban et les autres féministes ont essayé, je vais name dropper parce que je pense que c'est important, ont essayé d'interdire la conférence de presse de Yérim Seck quand il y a eu l'affaire de viol de son fils. Donc, on pourrait continuer jusqu'à demain. Il y a une pluralité d'exemples, autant dans l'écriture d'articles, de textes, de tribunes, les marches. Donc, je pense que tout ça fait la pluralité de notre engagement. Et je suis d'accord avec ce que Liban a dit, le privé est éminemment politique. On peut être un homme politique, je vais taquiner le député, être au-devant de la scène, être l'allié des femmes, mais martyriser sa femme et l'opprimer et la violenter. Donc, je pense que cette dichotomie-là, tant qu'on ne la déconstruira pas, nous n'avancerons pas. Et je pense que être un allié, ça se mérite. Ce n'est pas juste faire de la rhétorique, placer de belles phrases. Ça se mérite. Et à ce moment-là, on se dira, celui-là est un bon allié, celui-là est un mauvais allié. Comme les hommes s'arrogent le droit de distribuer les cartes de la mauvaise féministe ou de la bonne féministe. Fatigué pour finir sur les alliés potentiels. Alors, merci beaucoup. Je pense que voilà, je n'ai pas besoin de lever une pancarte pour dire que je suis un allié ou pas. Mais je pense qu'il y a une question importante que chaque homme doit se poser. Est-ce que je suis un allié à la justice dans mon rapport avec l'autre? Est-ce que je suis juste? Est-ce que je mise sur l'équité, sur l'égalité, sur la justice dans ma relation avec l'autre? Ça peut être mon collègue, ça peut être mon ami, ça peut être, voilà, en tout cas, la relation avec l'autre. Donc, de se poser cette question, d'y répondre honnêtement et quelle que soit la réponse là, d'assumer la tragédie de sa conscience. En attendant, le combat continue pour une société plus juste. Merci. Merci Patégé, merci Ken Bougoul, merci Moustapha Diarté, merci Ndeye Fatou Kane, merci Elgas, merci Aminata Liba, merci également à cette noblesse anodine, ces personnes-là que vous voyez derrière les caméras, derrière le son pour assurer un peu la diffusion de ce grand débat féministe organisé ici à l'Institut français de Saint-Louis. Merci à ce charmant public. Rendez-vous d'autres débats, d'autres discussions sur le féministe. L'été devant ce micro, Papa Alioune Sarr.